Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale en partenariat avec Lyon Pôle Bourse autour de 3 valeurs régionales qui ont rejoint la bourse voici 16 mois. Au cours de ces 16 derniers mois, l'occasion d'un coup de projecteur sur ces valeurs qui présentent un beau potentiel et qui ont de très belles perspectives. Avec nous sur ce plateau, Frédéric Crenn, PDG d'Inventiva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus ancien dans les valeurs qui ont rejoint la cote. Exactement. Société bourguignonne. Bourguignonne, Dijon, s'est introduit en février de l'année dernière. On va y revenir en détail. Éric Bessus, PDG de Calray. Vous, c'est le plus récent. Tout à fait. Société iséroise. De Grenoble. Voilà, c'était en juin dernier, il y a à peine un mois. Pascal Saguin, PDG d'Adenis, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Société iséroise également. Également, et introduite en octobre 2017. Et puis avec nous aussi, bien sûr, Éric Forest, président d'Internext, bonjour, et puis directeur du listing Euronext pour la France. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rouennais d'origine, c'est ça? Rouennais d'origine, oui. Voilà, toute la région est représentée sur ce plateau. Inventiva, Frédéric Crenn, donc une société biopharmaceutique spécialisée dans les traitements innovants pour les fibroses, les cancers et les maladies rares, c'est ça? Exactement. On est une société, Inventiva est une société qui est connue parce qu'en fait, on a repris les laboratoires Fournier et on a 3 programmes maintenant qui sont en phase avancée, c'est-à-dire en phase clinique avant la mise sur le marché et qui visent des maladies graves dans la fibrose du foie gras, la sclérodermie systémique et une 3e maladie très grave de l'enfant qui s'appelle la mucopolysaccharidose, au plus communément MPS. Voilà, vous disiez donc issu Fournier, il y a eu Solvay, Abbott, etc. Donc ça y est, vous avez conquis votre indépendance. Oui, et vous en êtes heureux? Ah, on est très heureux. On est indépendant depuis 6 ans, introduit en bourse en 2017 et on a refait par derrière des belles levées aux États-Unis. Donc tout se passe très bien pour nous. Voilà, et donc le parcours classique pour mettre au point donc, ces traitements innovants, il est long bien sûr. Il y a ces étapes que vous avez rappelées. Oui, c'est très long, c'est plus de 10 ans de travail. On est maintenant en phase clinique avancée, c'est-à-dire on est actuellement en train de tester nos médicaments chez des patients et on aura des résultats courant 2019 avec 3 études cliniques dont les résultats sont attendus début 2019, mi-2019 et fin 2019. Donc vraiment, on a une belle perspective à venir. Voilà, forcément, donc beaucoup de recherche. Donc qui dit financement de cette recherche dit trouver des moyens. Et c'est pour ça aussi que vous êtes allé en bourse, clairement. Oui, nous on a une belle équipe. On a environ 100 personnes, 80 chercheurs, une équipe de développement. Donc on avait besoin de fonds pour continuer notre développement. Et donc on s'est tourné en février 2017 à la Bourse de Paris, avec une très belle introduction. On a levé 50 millions d'euros, avec déjà de très beaux noms qui nous ont rejoints, des fonds européens et surtout des fonds américains. Et puis, suite à cette introduction, on a refait une levée de fonds en avril dernier, un tour privé, avec, encore une fois, de très beaux investisseurs américains qui nous ont rejoints. Donc, en gros, 50 millions plus 35 millions en l'espace d'un peu plus d'un an. Exactement. Et donc là, on est financé jusqu'à mi-2020. Très important, parce qu'on a les résultats. D'avoir de la visibilité, voilà. Oui, toujours. La trésorerie pour financer. Donc, Exact, ça nous donne de la trésorerie, de la visibilité, et puis on arrive à conduire nos études cliniques, et donc on aura les résultats de nos études avant de ne plus avoir d'argent en banque. Alors, quelles sont justement vos relations avec les investisseurs? Vous passez beaucoup de temps, vous, personnellement, à les rencontrer. Oui, très important. Votre emploi du temps a changé, j'ai envie de dire, depuis que vous êtes coté en bourse? Oui, je suis beaucoup plus sur la route, notamment aux États-Unis. Je dois passer, au mois de juin, j'ai été 2 fois, j'y repars là, dans quelques semaines. Donc, beaucoup de temps aux États-Unis et beaucoup de temps avec les investisseurs institutionnels. Donc, ils nous suivent, ils veulent savoir comment ça évolue. Et puis également, beaucoup de travail pour voir les petits porteurs, leur faire comprendre notre histoire, ce que l'on fait, comment on évolue, parce qu'on est intéressé, bien sûr, à animer le titre et à bien communiquer auprès de tous les investisseurs. Voilà, et vous sentez qu'il y a un bon retour de leur part Si on regarde cette année, c'était très positif, notre parcours boursier est très positif, en sachant que dans la biotech, c'est important, c'est les résultats cliniques, donc pour nous, les grands rendez-vous, encore une fois, c'est... Ils seront en 2019. Vous faites une différence entre, j'ai envie de dire, entre guillemets, les grands investisseurs et les actionnaires particuliers ou... Non, ils ont le droit à la même information, à la même attention. Forcément, oui. Les deux sont importants, les petits pour la liquidité et puis les grands institutionnels parce que on sait qu'ils seront là sur le long terme, ils seront là pour continuer à faire développer la société pour les prochaines étapes. Voilà, alors on va revenir sur les prochaines étapes justement de votre entreprise, ces trois
ces 3 autorisations que vous visez, ces 3 études dont vous allez avoir les résultats en 2019. On va rappeler pour chacun l'enjeu, évidemment, pour vous. Pour nous, c'est très important parce que vous savez qu'une fois qu'on a démontré l'efficacité d'un produit chez le patient, là, la valeur ou le positionnement de la société est totalement changé. Donc on a des résultats importants en sclérodermie systémique début 2019. On commence déjà à préparer les étapes suivantes, donc déjà à réfléchir à la prochaine étude. En langage compréhensible de tout le monde, là, pardon ? Pour le premier que vous venez de citer, là. Oui, la maladie ? Oui. C'est une fibrose de la peau qui attaque aussi les organes. Et donc, c'est une maladie très grave. Il y a 50% des patients qui vont décéder dans les 10 ans qui suivent le diagnostic. Et il n'y a aucun produit qui est approuvé. Donc, si on a des résultats positifs là, en début d'année prochaine, on a vraiment une très belle perspective pour que le produit soit sur le marché. Et c'est pour ça qu'on commence déjà à préparer les prochaines études. Donc, ça, c'est le premier. Oui. Le deuxième ? La deuxième, c'est une maladie un peu plus connue, parce que c'est la fibrose du foie gras, donc c'est la NASH. Donc c'est une maladie qui conduit à la cirrhose, mais qui n'est pas due à la consommation d'alcool, mais on a trop mangé, on a trop consommé de graisse. Une maladie très prévalente, notamment aux États-Unis, pas de produits approuvés, énormément d'intérêt. Donc là, on a des résultats fin de l'année 2019. Voilà. Et le troisième Troisième, une maladie rare, c'est une maladie... moi, j'y suis très attaché parce que c'est une maladie ultra-orpheline. Il y a 1000 enfants dans le monde qui ont cette maladie. Elle est extrêmement grave. Et on a une petite molécule, c'est-à-dire un comprimé qui peut radicalement changer cette maladie. Et donc, on a là aussi beaucoup d'espoir de changer le destin de ces gamins. Voilà. Et là aussi, vous êtes les seuls à travailler sur... Oui, avec une approche par petites molécules, on est les seuls. Actuellement, il y a des traitements qui sont par infusion. Donc l'enfant ne peut plus aller à l'école, doit passer une journée à l'hôpital. Et là, carrément, si on arrive à avoir une efficacité similaire ou meilleure par voie orale, on va nettement améliorer la vie de ces enfants. En plus, ce sont des maladies ultra-orphelines. Il y a un soutien des associations de patients et de l'environnement en général. Donc, il y a également une très belle opportunité commerciale pour Inventiva. Voilà. Et une fois que vous aurez donc ces autorisations de mise sur le marché, l'idée, c'est quoi? C'est de passer un accord avec des groupes pharmaceutiques pour commercialiser, ou c'est vous-même qui commercialiserez? Alors, pour la maladie rare, c'est nous qui commercialiserons. C'est vraiment l'objectif. Par contre, dans les autres maladies où il y a vraiment besoin de grandes forces commerciales, vu le potentiel de marché, là, on s'appuiera sur un grand groupe. Très bien. Bon, écoutez, on va suivre ça avec, bien sûr, beaucoup d'intérêt. Inventiva, c'est combien de personnes aujourd'hui? On est 108. 108. Donc, 80 de personnes qu'on appelle, nous, à la pailla, c'est-à-dire qui travaillent dans les labos, 20 qui font nos études cliniques, et puis un peu de fonction support, dont moi. Et, voilà. Et si besoin, donc à nouveau faire appel éventuellement au marché pour là, les étapes... on est financé jusqu'à mi-2020, oui, donc ce que vous avez dit attendons les résultats et puis on verra quelle est la bonne stratégie de financement pour la suite. Très bien. Merci à vous, Éric Biessius, donc PDG de Calray. Donc vous avez rejoint la bourse il y a tout juste un mois. Une très belle introduction. Vous avez levé plus de 40 millions d'euros. On va rappeler, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est processeur intelligent et vous nous en avez apporté un, c'est ça? Pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par processeur intelligent, je vous ai amené un processeur de Calray. Donc notre métier, c'est de faire une nouvelle génération de processeurs. Ce sont des processeurs extrêmement performants et très faible consommation. Et ils sont au centre effectivement d'un nouveau marché qu'on appelle le marché des systèmes intelligents, parce qu'ils ont la capacité d'analyser l'environnement et de prendre des décisions. Voilà. Donc, typiquement, on vise nous essentiellement 2 marchés. Le premier marché, c'est un marché qui est très vulgarisé aujourd'hui sur le marché des voitures intelligentes, les voitures autonomes. Ça, c'est plutôt un marché long terme. Et plus court terme, et ce que je vous présente là, c'est le marché des data centers. C'est une carte qu'on a certifiée le mois dernier et qu'on est en train de qualifier avec nos clients et qui va partir en production dès l'année prochaine. Alors pour rappeler, donc l'équivalent, ce qu'on a là, dans ce qu'on voit, c'est l'équivalent de... Alors, c'est un chiffre qui est toujours impressionnant. Oui, donc c'est vrai que ce petit carré-là, c'est l'équivalent de 2000 ordinateurs de salon, voilà, pour la consommation à peu près d'un tiers de vos ordinateurs. Voilà. Voilà. Et c'est le résultat, bien sûr, d'énormément d'investissements, en particulier, nous sommes issus du laboratoire du CEA, qui est mondialement connu pour ses avancées technologiques par rapport en particulier au supercalculateur. Et c'est le résultat à peu près de 10 ans de développement et de 60 millions d'euros d'investissement. Voilà. Alors 10 ans de développement, avec une période qui était difficile, on va le dire, en 2014, vous étiez un peu au fond
fond du trou. On est allé vous chercher d'ailleurs. Oui, c'est vrai que moi j'ai rejoint la société en fait en 2014. Vous étiez aux États-Unis. Hein. Voilà, donc effectivement j'ai un passé d'entrepreneur et de gros groupes aussi. Et en fait j'ai été vraiment enthousiasmé par ce projet-là. On est venu me voir en 2014, la société avait du mal à relever de l'argent. Et c'est vrai que j'étais enthousiaste par rapport à cette technologie. Et depuis 4 ans, voilà, j'ai mis toute mon énergie pour transformer cette belle technologie en un très beau succès commercial. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a redémarré et vous êtes sorti des difficultés dans lesquelles vous étiez? Je pense que c'est toujours pareil, il y a des étapes. Il y a une première étape qui était la validation de la technologie. Et ça, je pense que le fondateur a fait un travail extraordinaire pour y arriver. Et puis après, il y a une deuxième étape qui est beaucoup plus commerciale, c'est essayer de comprendre cette technologie, sur quel marché on va pouvoir la positionner et comment on va pouvoir bâtir un certain écosystème de partenariats, de clients qui vont nous permettre d'avancer. Et voilà, ça c'est ma passion. Et donc depuis 2014, c'est ce à quoi je m'emploie. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, on est sur ces deux marchés qui sont extrêmement intéressants. Et en particulier, on a déjà réussi à convaincre un certain nombre de gros clients et partenaires à investir dans la société. Il y a l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui a investi il y a quelques mois. Nous avons un gros groupe comme Safran. Voilà, donc on a aujourd'hui une société qui est s'appelle back-upée, c'est-à-dire qu'il y a des gros acteurs qui ont évalué la technologie, qui voient que c'est une très belle technologie et maintenant on est plus dans une phase d'exécution, de lancement de nos produits petit à petit sur le marché. Alors justement pour l'automobile, voiture autonome que vous évoquiez, vos clients potentiellement, donc c'est tous les constructeurs tous les constructeurs, oui. Mondiaux. Alors tous les constructeurs mondiaux, aujourd'hui on parle des constructeurs qui sont aux États-Unis, qui sont en Europe, qui sont au Japon. On a vraiment une technologie incroyable pour ce marché-là. Alors c'est un marché qui est long terme. Hein. Nous, dans nos chiffres, on ne les a même pas comptés jusqu'à 2022. Hein. Donc on estime que ça sera une cerise sur le gâteau à partir de 2022-2023. Par contre, ça offre des opportunités incroyables de partenariat avec des gros groupes, voire même d'acquisition potentielle. Et en ce qui concerne l'activité pour les data centers, là les clients, c'est... En data center, on a deux types de clients. On a les clients qui fabriquent des serveurs, essentiellement des serveurs de stockage. Donc ça, ce sont des gros acteurs. Ceux qui sont connus sont les gens comme les HP, les Dell. Voilà, ce sont des gros acteurs du monde des serveurs de stockage. Et puis, ce sont aussi les data centers. Donc les data centers eux-mêmes, les compagnies qui maintiennent ou qui fabriquent data centers, qui utilisent nos cartes pour améliorer les performances de leurs data centers. Voilà. Alors si on revient sur l'introduction en bourse, hein, le mois dernier, quel a été le timing à partir de quand vous avez décidé d'aller en bourse et comment ça s'est passé? Alors en fait, ça s'est passé assez rapidement, puisque notre décision, on l'a prise au tout début de l'année. Voilà, en discutant avec ce qu'on appelle des banquiers, ils nous ont dit que notre société avait vraiment le profil, avait vraiment un projet très intéressant pour entrer en bourse. En particulier, on a eu la chance de discuter avec Eric. Et donc, on a décidé de lancer le process. Et en fait, tout s'est très bien réalisé. Et on a été coté le 12 juin, donc il y a quelques semaines maintenant, avec une très belle levée. Donc on est très contents, ça va nous permettre de financer nos ambitions. Voilà, alors lever plus de 40 millions d'euros, je disais, c'est même 43 au total? 43 millions exactement. Voilà, pour être très précis. L'intérêt, c'est que vous les avez levés à la fois auprès d'investisseurs institutionnels, mais aussi auprès des particuliers, du grand public. Tout à fait. Effectivement, nous, à la fois industriels, grand public, et aussi investisseurs, je dirais, traditionnels. Voilà. Donc c'est intéressant pour nous d'avoir ces différentes typologies d'investisseurs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient particuliers, et encore une fois, industriels. Ça amène énormément de crédibilité. Et pour nous, comme on a des gros clients, la crédibilité d'industriel, notre capital est extrêmement importante. Voilà. Et puis donc l'idée, bien sûr, avec ces fonds, c'est de financer vos développements à venir, bien sûr. Bien sûr. Donc essentiellement le développement de nos produits et aussi le développement de notre chiffre d'affaires, hein, puisqu'en gros on a estimé qu'à 60% cette introduction en bourse nous permettait de développer une nouvelle génération de produits. On a en particulier une troisième génération sur laquelle on travaille qui va sortir dès l'année prochaine. Et puis de financer la croissance, c'est-à-dire de grossir notre équipe commerciale et de financer nos besoins en fonds de roulement pour augmenter nos chiffres d'affaires. Voilà, les objectifs de chiffre d'affaires, alors il y a déjà un objectif d'équilibre d'exploitation en 2020, c'est ça? Voilà, donc notre objectif déjà c'est d'être à l'équilibre en 2020. Et puis on a un objectif de faire 100 millions d'euros, plus 100 millions d'euros en 2022. Sachant qu'aujourd'hui, vous en êtes à combien? Alors aujourd'hui, on est en petite quantité, donc on fait à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Hein, et c'est tout l'intérêt de notre business, c'est-à-dire on est aujourd'hui une société qui n'a pas besoin d'usine. Donc nous, aujourd'hui, on supporte nos clients, donc c'est des petites quantités. Et le décollage du revenu, c'est lorsque nos clients, eux, partent en production, à gros volume. Et ça va commencer à partir de l'année prochaine et surtout à partir de 2020.
Les impacts de cette cotation sur votre activité Aujourd'hui, c'est un petit peu tôt. Hein, donc moi, ça fait quelques semaines, donc je n'ai pas encore ressenti la différence en termes des journées passées au jour le jour. Par contre, bien sûr, je pense que ça va être intéressant de continuer à voir nos investisseurs, de communiquer, très important, et puis aussi d'expliquer ce qu'on fait. Très bien, merci Pascal Saguin. Donc à Denis, vous êtes dans l'actualité puisque vous êtes spécialisé donc, dans tout ce qui est capteurs connectés, solutions sans fil, service de la performance opérationnelle des professionnels, mais vous êtes notamment dans l'univers du sport et on peut le dire, la Coupe du Monde en ce moment. C'est ça, on a un sujet très important en ce moment qu'est la Coupe du Monde. Donc, effectivement, avec l'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo, donc la communication entre les arbitres. Donc, à Denis, nous, on est une société qui développe et commercialise des solutions sans fil sur 2 activités. La première, c'est la communication audio dédiée aux professionnels. Et dans ce secteur-là, on a 2 domaines d'activité stratégiques. Le premier, c'est la communication dans le sport. Et on a créé un système qui s'appelle Vokero, qui permet aux arbitres dans le monde entier de communiquer de manière efficace avec le challenge le plus important qui est d'éliminer le bruit de la foule, 80 000 personnes dans un stade, et de ne laisser passer que la voix des arbitres pour leur recréer une ambiance proche d'une ambiance de salon. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la vidéo dans le football, il faut assurer un lien audio entre les arbitres sur le terrain, mais également avec les arbitres vidéo qui peuvent être ou dans le stade, ou, comme c'est le cas pour la Coupe du Monde, dans des centres techniques déportés, par exemple à Moscou. Voilà, pour voir donc là, il faut assurer une communication temps réel. Et vous aviez commencé déjà dans le rugby, vous avez fait une expérience à l'origine, on a commencé dans le foot, mais effectivement, notre système, on le vend aujourd'hui dans le rugby, on le vend dans le hockey, on le vend dans de nombreux sports où il y a des besoins de communication temps réel, dans des environnements très brutés, donc le handball également. Et ce type de système-là, depuis 1 an, un peu plus, on le vend également de manière importante dans l'industrie. À titre d'exemple, dans le nucléaire. Imaginez dans le nucléaire, quand vous êtes en intervention dans des bains d'uranium, le plus important, c'est de limiter le temps d'intervention des personnes sur site. Et avec Vokero, ils ont pu gagner jusqu'à 40% de temps d'intervention. Donc Vokero devient un élément de sécurité dans des sites nucléaires ou dans d'autres domaines de l'industrie. Voilà, parce qu'effectivement, il faut faire le lien. Donc on parlait de l'actualité, bien sûr, le sport, la Coupe du Monde de football, mais aussi tous les secteurs industriels. Secteur industriel où il y a besoin de communiquer en temps réel dans des environnements difficiles. Donc ça, c'est notre première partie d'activité. Et la seconde, elle est plutôt autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet des objets, l'IoT. L'IoT, nous, industriel. Et donc là, on a 2 domaines d'activité stratégiques. Le premier, c'est le building management. Par exemple, tout ce qui va être autour de l'efficacité énergétique, qui va être autour du confort. Donc c'est la mise à disposition de solutions sur base de capteurs de température sans fil, de capteurs d'humidité, de capteurs de pression, qui vont permettre par exemple des économies d'énergie. Et le deuxième, c'est tout ce qui est optimisation des processus et services. On peut retrouver là-dedans, par exemple, la gestion de déchets. Comment vous optimisez les tournées, on va dire, pour aller vider ou remplir des bennes ou des containers dans différents environnements industriels. Voilà. Et puis donc vous avez décidé donc de rejoindre la bourse l'automne dernier et de lever à cette occasion 7,5 millions d'euros, c'est ça? C'est ça. On a eu ce projet-là de rentrer en bourse au printemps 2017. On est rentré en bourse le 16 octobre 2017. L'objectif, c'était à la fois d'aller sur l'expansion commerciale, donc de financer, on va dire, nos ressources commerciales en France, en Europe, dans quelques pays européens et aux États-Unis. On a déjà une filiale aux US pour l'activité Vokero. Et puis également de finaliser, je dirais, l'aboutissement ou de renforcer nos positions technologiques dans le monde du sans-fil, qui est un monde en perpétuelle évolution. Et cet apport de la cotation, vous le vérifiez à la fois en termes de notoriété, de crédibilité, et puis peut-être pour recruter aussi plus facilement votre force commerciale? C'est exactement ça. Ça nous apporte de la visibilité, de la crédibilité. Crédibilité pour une petite entreprise comme nous. Aujourd'hui, on a un peu plus de 60 personnes. C'est quoi? Quand vous souhaitez travailler avec des grands groupes industriels, la bourse vous amène un audit de l'entreprise qui est vérifié, qui est certifié, qui fait qu'on discute probablement plus facilement avec des entreprises de taille plus importante que la nôtre, et notamment les grands comptes. Et également, je dirais, ce projet-là, et notamment par rapport au sujet qu'on traite, amène de l'attractivité pour l'entreprise. Donc, on vient de le vérifier depuis le mois d'octobre. On a attiré des talents
que peut-être on aurait eu plus de mal à attirer avant l'entrée en bourse. Si vous n'aviez pas été en bourse. Très bien, merci. Eric Forest, quand vous voyez ces trois valeurs, c'est une fierté? Ah oui, c'est une fierté. Je suis heureux d'être entouré effectivement de trois belles histoires technologiques à la base et puis qui deviennent des histoires boursières, puisque les trois entrepreneurs autour de nous ont décidé à un moment de faire appel à la bourse pour financer leur développement et accélérer leur croissance, puisqu'on parle effectivement de financement, mais d'accélération dans des domaines technologiques où les choses vont très très vite, qu'on soit dans les sciences de la vie ou dans la technologie plus traditionnelle, plus classique. Les choses vont très très vite. Donc c'est effectivement une grande fierté pour nous, sachant que nous avons mis il y a quelques années déjà un accent particulier justement sur l'accompagnement des entreprises technologiques, parce qu'on considère que non seulement il y a un potentiel en France et en Europe en termes d'entreprises, mais il y a un vrai besoin de financement de ces entreprises, et que la bourse est une belle réponse, on va dire, une réponse efficace, efficiente à ces besoins de financement. Donc on est... Et quand vous voyez ces trois exemples, vous ne regrettez pas qu'il n'y en ait pas plus? Alors, on regrette toujours qu'il n'y en ait pas plus, et nous y travaillons avec notamment un programme de formation justement des entreprises technologiques et des entrepreneurs technologiques au marché financier, de façon à démythifier et dédramatiser la bourse, qui s'appelle TechShare. Et donc pour la petite histoire, la 3e promotion s'est terminée il y a quelques jours. Nous avons formé depuis septembre 2015 140 sociétés technologiques non cotées à la bourse de nos 4 pays, dont à peu près 70 françaises. Il y a eu 4 introductions en bourse réalisées déjà par des sociétés qui ont suivi le programme, dont une lyonnaise qui était Ranexus, qui est venue en bourse l'an dernier. Et puis la 4e promotion de ce programme TechShare arrive en septembre prochain, et là nous aurons sur une promotion à peu près 150 sociétés qui viennent désormais de 8 pays européens, dont 40 françaises. Donc voilà, s'il fallait démontrer que ce besoin de pédagogie, de proximité, d'explication a du sens, je crois que TechShare en est la réponse la plus frappante aujourd'hui. Et puis dans les formes d'accompagnement, donc vous avez cité TechShare, il y a aussi FamilyShare tout à fait. Également. Alors pourquoi? Parce que finalement tout ça, c'est de dire la bourse fait encore parfois peur, la bourse pose beaucoup de questions, la bourse n'est pas forcément dans l'esprit de tous les chefs d'entreprise, technologie bien sûr, mais aussi entreprise familiale, avec là une dimension un peu particulière qui est celle de l'ouverture du capital. Faut-il faire rentrer un tiers aux côtés de la famille? Donc on a lancé un programme effectivement... Ça fait toujours peur effectivement. Ce qui peut faire peur, ou en tout cas à minima interroger. Donc on a lancé un programme maintenant il y a 18 mois qui s'appelle FamilyShare. Nous avons déjà 10 sociétés françaises, alors plus ETI, industriels qui ont suivi ce programme en 2017, 5 qui sont en train de le suivre. Et la première a fait son introduction en bourse, une société de Vendée qui s'appelle Cogelec, qui est venue en bourse il y a à peu près un mois et qui avait suivi le programme FamilyShare. Et donc, si j'en crois le dirigeant et la famille, ça les a aidés à franchir justement ces dernières étapes, non pas techniques, mais plus de est-ce que la bourse est faite pour nous? Est-ce que notre entreprise est faite pour la bourse? Est-ce qu'on va y trouver finalement ce qu'on y cherche? Un mot sur la conjoncture boursière, un peu compliqué, hein, on peut oui, le un dire, marché, un marché très sélectif, on va le dire comme ça, puisqu'on le voit depuis le début de l'année. Alors déjà, pas mal d'opérations, 8 introductions en bourse en France, valeur moyenne. Mon périmètre dont je parle aujourd'hui est celui-ci, versus 14 sur l'ensemble de l'année 2017, donc 8 à fin juin, on est pas mal du tout, sachant qu'il y a 2-3 opérations qui devraient arriver d'ici la trêve estivale du 14 juillet. Mais un marché effectivement assez tranché, c'est-à-dire des opérations qui se passent très bien. Bon, Calray en est effectivement un très très bel exemple pressant. Et puis des opérations un peu plus compliquées, donc des investisseurs qui sont sélectifs sur l'histoire qu'il aurait présentée, la façon dont elle aurait présenté, puis bien sûr des sujets de valorisation qui demeurent des sujets importants. Mais globalement quand même un marché qui est ouvert, des investisseurs qui ont de l'argent, ça n'a pas changé depuis maintenant 2-3 ans, et qui cherchent des nouvelles opportunités et idées d'investissement. Donc il faut surtout pas sombrer dans le défaitisme ou dans le pessimisme le plus violent. Le marché reste ouvert. Et il y a un autre chiffre qui est important, c'est les capitaux levés, y compris par les entreprises déjà cotées. Inventiva en est un exemple cette année avec une augmentation de capital. Oui, tout ce qui tourne autour des levées secondaires. Les levées secondaires très importantes. Le total des capitaux levés depuis le début de l'année, on est à plus de 2,3 milliards, alors que sur l'ensemble de l'année dernière, on était à moins de 4 milliards. Donc on n'est pas du tout en retard, au contraire, on est même plutôt en avance sur le total des capitaux levés par les valeurs moyennes sur nos marchés, à Paris uniquement. Et on pourrait rajouter les autres marchés européens. Donc un marché qui se porte bien, mais c'est vrai qu'il faut finalement trouver l'alchimie qui permet à des investisseurs d'adhérer à une histoire, à un projet d'entrepreneur et d'entreprise. Et c'est ça le travail quotidien des entrepreneurs qui m'entourent aujourd'hui. Voilà, et puis après, parfois, on est pris aussi par le climat international, hein, les perturbations en Europe,
décision de M. Donald Trump aux États-Unis bien évidemment, qui influe. Bien évidemment, si la place de marché est à Paris, les investisseurs sont mondiaux. On l'évoquait tout à l'heure avec les investisseurs américains, ils ne sont pas que domestiques, loin de là. Donc les marchés sont bien sûr sensibles à la conjoncture internationale et économique mondiale, compte tenu de la nationalité des investisseurs. Il faut savoir qu'à peu près l'ensemble des investisseurs qui interviennent sur les marchés d'Euronext viennent d'à peu près 70 pays différents du monde entier, de l'Amérique à l'Asie en passant par l'Europe. Donc bien évidemment, nous sommes aussi sensibles à cette conjoncture. Voilà. Pour ceux qui ont des inquiétudes, qui hésitent, Eric Bessus, vous leur dites, il ne faut pas hésiter. Encore une fois, nous, on n'est pas trop sujet à ces aléas, je dirais, mensuels. On a vraiment au départ une technologie, on a un plan ambitieux qui va se dérouler maintenant dans les années qui viennent. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant de voir les aléas à la bourse, mais je pense que notre projet, nous, est plutôt un projet moyen-long terme. Frédéric Crenn, il ne faut pas avoir peur de la bourse. Non, il faut choisir ses boîtes, ses bonnes boîtes comme Inventiva, bien sûr. Et puis, il faut regarder le projet et ce qui fait que les sociétés ont des bonnes chances de réussir. Et après, avec un peu de chance, on arrivera à se développer comme prévu. Voilà, et puis Pascal Saguin, il faut aller en bourse pour gagner la Coupe du Monde aussi. Je ne sais pas si ça va aider. En tout cas, la chose qui est sûre, c'est que ça va forcément aider l'entreprise à grandir et c'est bien l'essentiel aujourd'hui pour Adonis. Très bien. Merci beaucoup, vous quatre, d'être venus pour cette émission spéciale en partenariat donc avec Lyon Pôle Bourse et bravo pour vos bons résultats. Merci, au revoir.